Alors, Joseph Touvenel adhère à la CFTC en 1983. Il est délégué syndical central CFTC Bourse de Paris. Il devient conseiller du syndicat parisien des banques en 1985. Il entre au conseil de l'Union départementale de Paris en 1994 et devient président de l'Union départementale de la Seine en 1997. Secrétaire général adjoint de la CFTC en 2002. Il a été élu en 2011 vice-président confédéral en charge des questions économiques et internationales. De plus, il a une expérience de plus de 10 années dans l'accueil de rues des sans-abri et des missions humanitaires, notamment dans les pays en guerre. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bon, vous savez presque tout. Je suis également marié et père de famille. Il y a un de mes fils qui m'accompagne, donc je me fais huer à la sortie si je ne dis pas que j'ai des enfants. C'est quand même un peu plus important que d'avoir été élu je ne sais trop quoi il y a quelques années. Merci de cette invitation. Vous avez bien du mérite parce que hier, vous avez eu la chance d'entendre Pierre-Yves Gomez, qui est quelqu'un d'assez brillant. Et en plus, il pleuvait. Aujourd'hui, vous m'avez et il fait beau. Vous seriez peut-être mieux dehors. Alors, ce qui manque peut-être dans cette bio, pour que vous sachiez un peu mieux qui s'exprime aujourd'hui devant vous, je suis le 7e d'une famille de 7. Je suis un catholique. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et quelques mois comme manœuvre chez un horticulteur. J'ai fait un certain nombre de métiers différents et variés avant de me retrouver un jour par hasard sur les marchés financiers où j'ai fait une carrière qui m'a permis notamment pendant 10 ans de siéger au sein de l'autorité des marchés financiers. J'ai fait 2 mandats de 5 ans, on ne peut pas faire plus de 2 mandats, ce qui est quelque chose de très très intéressant parce que vous voyez la chose économique et la chose financière, vous êtes un peu au cœur puisque j'étais à la commission des sanctions, ce qui à la fois de l'expérience de manœuvre chez un horticulteur, les responsabilités sur les marchés financiers ouvre une perspective sur les entreprises peut-être assez vaste, de la petite entreprise à la grande entreprise. Ce matin, je vais vous parler évidemment de subsidiarité en lien avec le fait syndical. Donc je suis effectivement responsable de la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui est un syndicat laïque depuis sa création, 1919, mais qui se réfère, article 1 de ses statuts, à la doctrine sociale de l'Église. À sa création, la référence, c'était l'encyclique Rerum Novarum, et puis ça a évolué, il y a eu d'autres encycliques, donc aujourd'hui, notre référence, c'est la doctrine sociale de l'Église. Je dis laïque parce que je vais vous faire aussi un petit cours d'histoire, parce que ça m'agace quelquefois quand je vais sur Internet, ou je vois ce qui se raconte à la télé, à la radio, ou en fac, sur la méconnaissance totale du fait social et du fait syndical en France. Et sur, au-delà de la méconnaissance, comment de façon répétitive, tels les perroquets, on nous assène des contre-vérités. L'organisation que je représente, on va vous dire là dans quelques temps qu'il y a une autre organisation qui en est née. Le FTC n'a jamais été confessionnel, je ne vois pas comment d'autres ont pu se déconfessionnaliser. Et je dis ça parce que on essaye de rejeter le fait, quand on arrive avec l'étiquette chrétienne, on essaye de nous enfermer quelque part, et il y a beaucoup de mensonges pour expliquer qu'on nous enferme. Et donc chez nous, nous sommes évidemment, je l'ai dit, laïcs. Alors ça s'est fait en 1919 parce qu'il y avait des syndicats chrétiens, des syndicats catholiques un peu partout en France, nés au 19e siècle. Ils ont décidé de se réunir et puis ils ont discuté à un congrès. Et à l'époque déjà, on était très fort en Alsace-Moselle avec de très nombreux protestants. Et nos amis protestants ont dit, nous on veut bien faire un syndicat qui se réfère à une doctrine, mais on ne va pas faire un syndicat catho, un syndicat de l'Église catho, on n'est pas catho. Donc le problème a été réglé en 1919 et c'est une de nos forces, c'est cette ouverture. Ne croyez pas que le dernier C, d'abord, la seule justification dans le monde syndical en France de notre organisation, c'est son dernier C, et donc sa référence à la doctrine sociale, et c'est notre force. C'est la différence avec les autres, et j'essaierai peut-être de vous montrer comment on peut être différent. Évidemment, notre organisation, enfin mon organisation comme les autres, c'est une organisation humaine, et donc il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien, chez les autres aussi.
Mais les fondamentaux, c'est cette référence à la doctrine sociale, ce qui fait une différence essentielle, ce qui d'ailleurs nous permet une ouverture notamment considérable vers le monde musulman, puisque nous sommes la seule organisation en France à affirmer la double dimension de l'être humain, matériel. Et là, tous les syndicalistes sont là pour défendre plus ou moins bien, hein, y compris chez nous plus ou moins bien, de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, c'est notre boulot. Mais nous sommes les seuls à dire, oui, mais si on fait que ça, alors on va dans le mur, parce qu'on oublie que chaque être humain a une dimension spirituelle. Cette dimension peut être du niveau de la foi, et ce n'est pas un gros mot d'être croyant, mais je peux très bien me dire agnostique et aimer mes enfants. Et j'ai besoin que le monde du travail s'organise en permettant à chacun d'avoir cet épanouissement, d'aimer sa famille. Ça ne se compte pas, ça ne se pèse pas, ça ne se mesure pas, ça ne se vend pas, mais c'est essentiel pour chaque être humain. Puis je peux très bien ne pas avoir de famille et avoir le droit d'avoir des passions, c'est-à-dire d'avoir un côté qui me porte vers la transcendance. Et c'est ça notre message. Le dernier C de notre organisation, avec ses faiblesses et avec ses forces, c'est surtout cette dimension de l'être humain. Une société qui se construirait que sur des valeurs matérialistes est une société qui va vers la mort, et on le voit un peu tous les jours. Et donc le syndicalisme, ben c'est un corps intermédiaire, qui a toute son utilité de corps intermédiaire, et puis c'est un outil. Et comme tous les outils, si on ne s'en sert pas, il ne sert à rien. Si on le prend et qu'on s'en sert mal, on peut tout casser. Mais si on le prend et qu'on l'utilise bien, alors ça permet de construire une vraie société, non pas en opposition avec d'autres. Ma conception du syndicalisme, je représente des salariés, je ne suis pas en opposition avec des chefs d'entreprise. Il y a évidemment dans notre conception le fait que la lutte des classes est quelque chose d'inconcevable, que tous les êtres humains doivent avancer, chacun a des postes de responsabilité différents, qu'il est normal dans une entreprise qu'on puisse avoir d'un côté des syndicalistes qui vont essayer de faire augmenter les salaires. S'il y a des bénéfices, on va dire augmentons les salaires. De l'autre côté, il est tout à fait légitime qu'il y ait un chef d'entreprise, comme dans ma carrière syndicale, j'en ai eu, qui me disait tout vous êtes bien gentil, mais moi j'ai des équilibres financiers à tenir. Et ça, c'est normal. Et d'ailleurs, ça fait un peu partie de la subsidiarité. C'est-à-dire que chacun, à sa place, doit prendre en compte un certain nombre de choses et doit prendre des responsabilités. Sur l'image faussée du syndicalisme, vous l'avez tous les jours. Si je me faisais une image du syndicalisme en France ou dans le monde uniquement parce que j'entends à la radio ou ce que je vois à la télévision, je ne serais pas syndicaliste. Mais tous les jours, dans les entreprises, il y a des choses magnifiques, utiles, nécessaires qui se font. Évidemment, pour passer aux 20 heures, il faut mieux séquestrer quelqu'un ou brûler 3 bagnoles. Et là, vous avez les télévisions, les médias. C'est pas ça que l'on fait tous les jours et que l'on construit. Alors, petit retour en arrière sur l'histoire sociale pour qu'on comprenne mieux peut-être comment le syndicalisme s'est bâti en France. Nous avions les corporations sous l'Ancien Régime qui n'étaient pas parfaites, mais qui étaient déjà quelque chose qui mettait en place des protections pour le monde salarié, le monde ouvrier. À Paris, et je crois aussi à Lyon d'ailleurs, vous aviez par exemple la corporation des tailleurs de pierre, qui étaient métiers nobles, les charpentiers, les couvreurs, où il y avait un salaire minimum, ou en cas de maladie ou d'accident, il y avait des caisses de solidarité, donc ce qu'on connaît nous sous sécurité sociale. Et donc il y avait une organisation imparfaite, puisqu'humaine. Mais c'était mieux que rien et que la sauvagerie des rapports sans aucune organisation sociale. Et puis est arrivée la Révolution française et de grands idéologues du type Jean-Jacques Rousseau nous ont expliqué que l'être humain étant libre, il fallait laisser cette liberté absolue, et donc y compris dans les relations sociales, la liberté contractuelle. Et ça on l'entend aussi aujourd'hui, notamment du côté de nos amis anglo-saxons. Laissons à chacun la liberté de s'organiser dans le monde du travail comme il le désire. Après tout, si vous signez un contrat, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'il y a dans le contrat, et basta. C'est juste oublier une petite chose, c'est que quand,
pour vivre, voire pour survivre, j'ai besoin de travailler et d'avoir un salaire. Celui qui est en capacité de me donner du travail par rapport à ceux qui cherchent désespérément du travail, il y a un rapport de force qui est en faveur de celui qui peut donner du travail. Conséquence de cette idéologie ultralibérale développée au moment de la Révolution française, loi Le Chapelier 1791, qui a décidé que tous ceux qui s'organisaient pour faire valoir leurs droits, se défendre, c'était un délit, ce qu'on a appelé le délit de coalition. Donc disparition de toutes les caisses de solidarité qui existaient, impossibilité pour les salariés et les ouvriers de faire valoir leurs droits ensemble. On dit non, non, c'est l'individualisme forcené. C'était ça qu'on nous a amené. Chacun, vous êtes capable de contracter tout seul face aux autres. Et ça a donné ce que vous connaissez, le 19e siècle, avec en plus la montée en charge de l'industrialisation, les gens abandonnant les campagnes pour aller travailler dans les manufactures, et ça a été un siècle humainement, socialement abominable. Les enfants qui travaillaient à l'âge de 8 ans dans les mines, ce n'est pas qu'une image, ça a été une réalité. Et il a fallu plus de 150 ans pour revenir à quelque chose de plus équilibré où les ouvriers, les salariés ont pu faire valoir leurs droits ensemble, ont pu s'unir, ont pu recréer les syndicats. Et donc les syndicats chrétiens en France sont nés au XIXe siècle, comme d'autres syndicats qui sont la ligne révolutionnaire, qui n'est pas la nôtre, qui est née au XIXe siècle. Mais on peut comprendre, d'ailleurs, sur ce grand terreau de l'injustice que fut le XIXe siècle, on peut comprendre que des gens se révoltent, on peut comprendre, même si je pense que c'est une erreur profonde, on peut comprendre que quand je subis des injustices très graves, quand je vois mes parents subir des injustices très graves, on peut comprendre un sentiment de révolte et on peut comprendre qu'il y a eu la violence. Et d'ailleurs, c'est sur ce terreau d'injustice que sont nés ces deux grands mouvements qui ont fait le malheur du XXe siècle, qui se sont appelés le nazisme et le communisme. C'est parce qu'on a laissé un terreau d'injustice flagrant qu'il y a eu ces révoltes. Et regardons ce que nous faisons aujourd'hui sur le reste de la planète. Tout à l'heure était évoqué l'Asie et la Chine. Quand nous, occidentaux, on accepte d'acheter des produits fabriqués par des quasi-esclaves, est-ce qu'on ne va pas engendrer aussi une grande révolte vis-à-vis de l'Occident? Quand on achète une chemise et un t-shirt, et qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a 1300 personnes qui travaillaient dans des conditions abominables qui sont mortes parce que l'endroit où ils travaillaient s'est écroulé, quelle est notre part de responsabilité? Nous avons une part de responsabilité. Et donc sur cette histoire sociale de la France, émergence de mouvements, et c'est là aussi la mise en œuvre du principe de subsidiarité, l'État avait failli, l'État n'assurait pas et ne voulait pas idéologiquement assurer de protection sociale, et on a eu l'émergence de mouvements patronaux et ouvriers pour la mise en œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des corps intermédiaires ont pris les choses en main dans leur champ de responsabilité. Alors, il y a eu aussi des personnalités. Nous ne sommes pas très loin de Lyon. Et c'est là où je suis quelquefois un peu fâché, comme je vous le disais, avec nos profs de fac, Internet, etc. Parce qu'il y a des gens qu'on devrait tous connaître. Des exemples. Marie-Louise Rochebillard. Peut-être qu'ici, quelques-uns la connaissent, mais on la connaît très très peu. Qui est Marie-Louise Rochebillard? Marie-Louise Rochebillard, c'est quelqu'un qui était d'un milieu bourgeois. Elle était fille de notaire. Son père notaire a fait faillite. Et du coup, nous sommes au XIXe siècle. Elle a dû travailler. Elle a dû travailler et elle a travaillé pendant 16 ans et elle a dit, alors que pour une femme, travailler, c'était considéré comme, venant de la bourgeoisie, c'était une régression sociale, c'était une honte. Et elle nous dit, j'ai eu l'honneur de travailler pour vivre. Et d'ailleurs, elle a créé des revues féminines, elle a créé les premiers syndicats féminins en France. Donc les premiers syndicats féminins en France sont des syndicats chrétiens, parce qu'elle était chrétienne. D'ailleurs, son premier éditorial, et nous sommes en 1882 de mémoire ou 83, dans la revue qu'elle avait fait, c'est « L'heure de la femme a sonné ».
Quand on nous bassine tous les jours avec les grandes féministes, moi j'aimerais bien qu'on me parle en 1883 de celle qui a écrit un éditorial « L'homme de la femme a sonné ». Et qu'a-t-elle fait dans le cadre de la subsidiarité? Eh bien, elle s'est aperçue que les gens avec qui elle travaillait, à Lyon, notamment dans les soieries, on leur faisait signer des contrats de travail, et quand je ne sais ni lire ni écrire, on me fait signer n'importe quoi. C'est là où j'en veux un peu à M. Jean-Jacques Rousseau qui nous expliquait que chacun était libre de faire ce qu'il voulait, de contracter. Mais si je ne sais ni lire ni écrire, c'est moins facile de contracter et de comprendre ce qu'on me met dans le contrat quand je donne le contrat, quand je sais lire et écrire. Ça, c'est voilà la réalité de cette époque. Alors, le soir, elle a créé des syndicats, elle a mis en place des cours pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Les cours mis en place par Roche-Billard, ça a été également des cours de langue, anglais et allemand, des cours de comptabilité, des cours de bourse, en disant mais puisque les ouvrières, leurs usines peuvent être rachetées, parce que la bourse fait que, ben, il faut qu'elles comprennent ces mécanismes. C'est un modèle. Nous sommes encore au 19e siècle, c'est d'une modernité, et qu'a-t-elle fait ? Elle a mis en œuvre le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a pris les choses en main dans son champ de compétences et de responsabilités, en prenant des responsabilités dans le cadre d'un corps intermédiaire, et elle a bâti ce syndicalisme hyper moderne. Alors il y en a d'autres, du côté patronal, vous avez l'exemple de Léon Armel, qui a organisé son usine dans le Val-des-Voix sous forme de coopérative chrétienne, et qui a favorisé pendant tout le long de sa vie la création des associations ouvrières qui sont devenues des associations ouvrières chrétiennes et qui sont devenues des syndicats chrétiens. Autre exemple, les allocations familiales qui sont attaquées aujourd'hui. Qui a créé les allocations familiales? Des patrons sociaux chrétiens, à la fois dans le nord de la France, en Bretagne, en Savoie, et des ouvriers chrétiens, en partant d'un constat. Quand je fais travailler quelqu'un, et qu'il a 2, 3, 4 enfants, si je lui donne le même salaire que celui qui n'a pas charge de famille, eh bien celui qui a charge de famille vit beaucoup moins bien et ne peut pas donner l'éducation qu'il désirerait à ses enfants. C'est sur ce constat aussi simple que se sont créées les allocations familiales grâce à un certain nombre de chefs d'entreprise socio-chrétiens, en disant il n'est pas normal que celui qui a 3, 4 bouches à nourrir, ou 5 ou 6, ne puisse pas les nourrir convenablement et apporter aux enfants l'éducation qu'ils méritent. N'oublions pas ce principe qui est fortement attaqué aujourd'hui, où on est en train, petit à petit, si on n'y prend pas garde, de nous réduire les allocations familiales. Et regardez dans l'actualité, quand on nous dit les entreprises ont trop de charges, le coût du travail est trop important, pourquoi pas? On pourra avoir une discussion. D'ailleurs, Pierre-Yves Gomez en dit des choses très intéressantes là-dessus. Mais pourquoi pas? Et que dans le même temps, on nous dit, alors on va diminuer les charges, et c'est justement les cotisations familiales des employeurs qui vont être supprimées. Comment puis-je faire fonctionner la Caisse nationale d'allocation familiale? C'est-à-dire continuer à verser des allocations familiales, continuer à financer les congés parentaux, continuer à financer le fonctionnement ou l'ouverture de crèches, quand je prends la décision de diminuer de plus de la moitié le budget de la Caisse nationale d'allocation familiale. Comment on fait? Alors on me dit, si je sais faire, on va faire des économies. Très bien, j'en suis ravi. Et quand on pose la question, quelles économies, sur quel calendrier, on n'a pas la réponse. Eh bien ça, c'est un véritable choix de société. Parce que derrière, dans les principes qui sont les principes de la subsidiarité, c'est-à-dire respecter les attributions de chacun, aider éventuellement et remplacer exceptionnellement, c'est ça les 3 critères. Respecter les attributions de chacun, aider éventuellement, remplacer exceptionnellement. Qui a en charge l'éducation des enfants, si ce n'est les familles? Mais si je retire les moyens aux familles, c'est donc que d'autres vont prendre en charge les enfants. Et on a en ce moment un glissement progressif où on réduit les possibilités pour les familles d'élever leurs enfants en les confiant à d'autres qui s'appellent la société en général. Mais moi, madame la société ou monsieur la société, je ne les ai jamais rencontrés pour prendre un rendez-vous, alors que des parents, je sais qui c'est. Et les enfants, généralement, savent qui est leurs parents.
Et vous voyez bien comment le principe de subsidiarité nous dit le rôle de la famille, son attribution quand on a une famille, ben oui, c'est d'élever les enfants. Et donc l'État est là que exceptionnellement pour remplacer, parce qu'il peut y avoir des malheurs, mais exceptionnellement, et exceptionnellement pour suppléer. Et dans le monde du travail, le rôle d'un syndicat, c'est de rappeler que la famille existe et que l'organisation du travail, y compris les cotisations patronales, doivent aussi servir à permettre l'éducation des enfants et donc le financement d'un certain nombre de choses. Et j'ai du mal à comprendre que du côté du MEDEF, on se refuse à dire que la politique familiale est quelque chose d'infiniment utile. Parce que d'ailleurs, un pays qui a un taux de natalité important, c'est un pays qui vit, c'est un pays qui se développe, c'est un pays d'avenir, c'est un pays d'originalité. Il faut mieux avoir des jeunes que des vieillards. Et c'est l'intérêt des entreprises aussi. Mais puisqu'elles ont un intérêt, il faut aussi qu'elles acceptent de financer. Ça, c'est dans les choix et les choix de société. Pie XI, en 1931, disait « On n'a pas le droit d'enlever aux particuliers pour le transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative. » C'est l'exemple de la politique familiale. Et nous sommes, l'organisation que je représente, travaille tous les jours, alors plus ou moins bien, hein, dans les entreprises, dans les branches au niveau national, pour dire attention, les salariés ont le droit d'élever leurs enfants. Ont le droit d'avoir des périodes. Quand une femme accouche, il est normal qu'elle ait un congé maternité. On se bat, donc on continue à avoir des congés parentaux. Et regardez bien la loi qui va rentrer en application le 1er juillet. Le congé parental d'éducation, qui était sur 3 ans, les 3 ans vont être diminués. Alors on va dire non, non, pas du tout, ils ne sont pas diminués. On reste à 3 ans. Sauf que l'État intervient pour dire voilà, dans le couple, c'est 2 ans et demi de congé parental pour une personne du même sexe, et on rajoute les 6 mois si c'est une personne d'un autre sexe qui le prend. En gros, on décide à la place des couples comment ils doivent s'organiser. Aujourd'hui, c'est 3 ans. Si c'est la femme qui veut prendre les 3 ans, elle prend les 3 ans. Si c'est l'homme, il prend les 3 ans. S'ils veulent se les partager en 1 an et demi, etc. C'est la liberté et la décision de chaque couple. Alors que là, d'autorité, le législateur vous dit, on diminue, c'est 2 ans et demi, sauf, en gros, pour être clair, sauf si l'homme prend 6 mois. En quoi l'État a à venir s'occuper de nos décisions de couple? À nous de gérer comme on le veut. C'est la liberté. Et ça va absolument à l'encontre du principe de subsidiarité. L'État n'a pas à venir décider à la place des familles comment elles veulent s'organiser. Parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est un peu rigolo parce que j'ai pensé tout de suite au couple homosexuel et je me suis dit, ça va poser un problème, mais ça, c'est... c'est une autre histoire. Mais il y a un certain nombre de cohérence. Autre exemple de l'action dans le cadre de la subsidiarité des partenaires sociaux ou du syndicalisme. Le lundi de Pentecôte. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Il y a quelques années à la Pentecôte, il y a eu un été avec une canicule un peu extraordinaire, beaucoup de décès de personnes âgées, une médiatisation à mon sens à outrance, parce que ces personnes âgées, elles étaient très âgées, alors elles sont peut-être décédées un peu plus vite. On comprend que ça soit malheureux, parce que le décès de quelqu'un, c'est toujours une souffrance, c'est toujours une perte. Mais bon, à mon sens, voilà, ça serait étalé dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Mais médiatiquement, on nous avait dit, il y a un ministre qui était venu en nous disant il n'y a pas de problème, et puis à la fin on lui sort des chiffres. Là, il y a un problème, alors ça réfléchit. Et il y a une idée géniale, on va faire appel à la solidarité nationale. Je suis sûr que tous ici, on vous dit solidarité pour des gens qui souffrent, vous dites bah ouais, principe c'est bon. Et donc, le législateur, le gouvernement a décidé de nous sucrer le lundi de Pentecôte en disant tous au boulot sans être payés, pour permettre de financer la solidarité pour les personnes âgées. De quoi s'occupe
Le gouvernement. Est-ce que la solidarité, ça se décrète? Est-ce que la solidarité, c'est pas plutôt quelque chose qui se vit, un élan personnel ou collectif, mais pas une décision étatique? Première erreur, à mon sens, sur le sens. Deuxième erreur pour le syndicaliste, c'est que moi, je suis resté quelqu'un d'un peu basique. Tout travail mérite salaire. Et donc, quand on dit aux gens, vous travaillez, on ne peut pas leur dire dans le même temps, on vous oblige à travailler sans être rémunéré. À mon sens, c'est pas normal. Et c'est pas très moderne non plus, parce que l'initiative la plus récente que j'avais trouvée, qui était la même, c'était la journée du parti en Union soviétique. Pas terrible, hein. Comment le lundi de Pentecôte est resté férié? Parce qu'il est toujours férié. Parce que des personnes, des salariés, chefs d'entreprise, responsables d'associations sont montés au créneau, ont créé un site internet pour expliquer aux bien-pensants qu'ils étaient dans l'erreur complète, parce que en plus, la Pentecôte, ce lundi de Pentecôte, c'est sur les 3 jours. Et depuis des générations et des générations, quand on regarde, c'est depuis le Moyen-Âge, notre société s'était organisée pour, sur ces 3 jours, faire des tas de choses qui correspondent d'ailleurs en gros à la solidarité. C'est les réunions familiales, mais c'est aussi toutes les réunions locales. Et moi, l'exemple que je prenais, c'est le temps des grands pèlerinages, la Pentecôte. Et on a besoin pour ces grands pèlerinages de 3 jours. Alors, le premier des grands pèlerinages, c'est les Mitterrandiens qui vont grimper la roche de Solutré à la Pentecôte. Le deuxième, c'est les châtelains de Loutre-Ouvrière qui font toujours leur fête dans leur château à la Pentecôte. Et le troisième, c'est pour les cathos, Paris-Chartres. Vous avez aussi les aficionados à Nîmes qui se réunissent pendant 3 jours. Et je dis ça parce qu'à un moment donné, l'État s'est mêlé de quelque chose qui ne le regardait pas, enfin, a pris une décision qui ne le regardait pas directement. Notre société s'était organisée depuis des générations et des générations pour, sur ces 3 jours, faire plein de choses. Et sous l'image de solidarité, on nous a pris une décision qui était en fait la réalité, c'était on voulait carotter un peu les 35 heures. Alors on a décidé, parce que les Français sont fainéants, ils ne travaillent pas assez, et donc on va vous faire travailler plus. Au moins qu'on ait le courage de le dire, mais qu'on n'utilise pas sous le dos de la solidarité quelque chose qui n'est pas du tout solidaire, parce qu'en plus sur ces 3 jours, ça permet, comme on n'habite pas toujours à côté les uns des autres, de voir notamment nos parents et les personnes âgées. Pour ceux qui sont à un bout ou l'autre de la France, c'est quand même très pratique. Et vous voyez, il a fallu qu'une poignée, au départ ils étaient 5, qui réunissaient chefs d'entreprise, responsables associatifs, syndicalistes, montent au créneau, c'est-à-dire dans leur champ de compétences, se disent on intervient pour inverser la machine, puisque 1 an après le vote de la loi, ou 1 an et demi, après le vote de la loi, c'est revenu en arrière. Le lundi de Pentecôte est de nouveau férié, sauf il y a des petites facéties exceptionnelles, mais il a fallu expliquer, y compris d'ailleurs aux autorités religieuses, que ce temps était un temps collectif nécessaire pour le bon équilibre de la société. Parce que le premier réflexe de nos autorités religieuses, je me rappelle très bien, c'était de dire lundi de Pentecôte, c'est pas un temps férié religieux, etc. Et c'est très bien de le donner pour la solidarité. Ensuite, ils ont réfléchi, un peu mûri, ils sont revenus en arrière en disant non, ces temps collectifs, ces 3 jours sont importants. À la Pentecôte, j'ai un petit jeune là-bas, il a été faire le frat. Bah oui, s'il n'y avait plus le lundi de Pentecôte, eh ben, vous auriez plus de frat, etc., etc. Et donc, à un moment donné, c'est bien nous qui prenons notre espace de responsabilité et qui agissons, parce que c'est notre devoir à chacun. Alors comment dans l'entreprise, comment ça s'organise? C'est quoi dans l'entreprise cette subsidiarité? Bien, c'est laisser à chacun la possibilité d'exprimer ses talents. C'est la parabole des talents en application. La vie en entreprise doit permettre à chacun d'exprimer ses talents, c'est-à-dire d'exercer ses responsabilités. Et aujourd'hui, on a des procédures, des process qui deviennent totalement aliénants, où on refuse aux uns et aux autres leur espace de responsabilité. Et son espace de responsabilité, on l'a en haut de la hiérarchie, au milieu ou en bas.
quel que soit le niveau. On doit avoir une certaine autonomie. Et ça s'appelle aussi la confiance. Et nous avons dans nos entreprises, surtout dans les plus grosses, aujourd'hui, des processus, des modes de gestion. D'ailleurs, on ne dit plus personnel. L'être humain devient une ressource. Ce sont les ressources humaines. Quelques années, on disait encore les relations humaines. Aujourd'hui, c'est les ressources. Être humain, nous sommes des ressources. C'est très intéressant dans le terme. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource? La matière première. Alors, je peux prendre la ressource, je l'utilise, je la jette quand j'en ai plus besoin. C'est ce qui est en train de se faire. Et là, on n'a plus affaire à des êtres humains. Quand je considère comme ça, on a affaire à des outils économiques, des objets économiques. Alors que chacun a sa place dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique, pour exercer sa responsabilité. Et c'est là où tout le principe de subsidiarité prend de l'importance. Ça change complètement la vision de l'entreprise. C'est la vision sociale chrétienne. L'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine avant d'être un objet économique. Évidemment, si je suis dans le secteur privé, mon entreprise doit être rentable. Je dois pouvoir faire des bénéfices pour qu'elle dure, qu'elle perdure, qu'elle se développe. Ce n'est pas un gros mot pour être rentable. Mais l'entreprise est d'abord une communauté humaine. Et dans cette communauté humaine, chacun doit pouvoir à son poste avoir son espace de responsabilité. Ça demande de la confiance. Ça demande d'avoir une hiérarchie qui soit une vraie hiérarchie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une hiérarchie, il y a besoin d'une autorité, encore faut-il qu'elle soit juste. Et que celui qui exerce l'autorité n'oublie pas qu'il a beaucoup de droits et donc il a beaucoup de devoirs. Et c'est ça aussi dans l'entreprise, la conception de la subsidiarité, c'est que chacun a des droits et des devoirs. Et plus j'ai de droits, plus j'ai de devoirs. Et celui qui exerce l'autorité, c'est celui qui est au service de. Et il y a une perte de sens complète. Regardez comment on formate les jeunes dans les écoles, qui sont les écoles qui vont donner les responsables demain dans nos entreprises. On oublie totalement de leur dire qu'ils sont au service. Quand ils vont avoir des responsabilités dans les entreprises, ils sont au service. Au service de l'entreprise communauté humaine, donc au service des autres, au service de la subordonnée, au service des clients, au service de leur pays aussi. Et quand on regarde, on dirait oui, mais ça, tout ça c'est bien beau, mais c'est beaucoup plus efficace quand on est avec des process, des machins, des trucs, économiquement, on s'en tire bien mieux, etc. Alors en termes d'efficacité, moi je dis très bien, et on nous dit d'ailleurs, moi je vois les formations qui sont données, soyez les meilleurs, vous, parce que vous le valez bien. Et comme vous êtes les meilleurs, eh ben les autres sont moins bons, tant pis pour eux. D'ailleurs, vous pouvez leur marcher dessus, c'est pas grave comme vous êtes le meilleur. Normal que le meilleur, il soit en tête. C'est de l'hyper-individualisme. Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne bien et qu'on est efficace? Alors certains me disent, oui, oui, bien sûr. Cette espèce de lutte permanente pour la première place qui donne les meilleurs et les entreprises qui donnent les meilleurs résultats économiques, etc. Eh bien moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que j'ai vécu, à un moment donné, je suis parachutiste et breveté commando. Et les commandos parachutistes, on ne considère pas qu'on est les plus médiocres. Je crois que c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on nous apprend quand on devient commando et qu'on fait un parcours chronométré où on va ramper dans la boue, faire des facéties avec des grenades, des machins, on court, on saute, on va dans le noir. Qu'est-ce qu'on nous apprend avec nos 35-40 kilos sur le dos, le masque à gaz et tout le compagnie? À l'arrivée, on considère quoi? Le temps du premier? Absolument pas. Ce qui compte, c'est le temps du dernier. C'est-à-dire que le groupe, pour qu'il soit excellent et dans l'excellence, doit prendre en compte le plus faible. Parce que chacun d'entre nous, à un moment donné,
même s'il est très performant, entraîné, tout ce que vous voulez, peut avoir une faiblesse. Et la force des commandos, c'est le fait que dans le commando, on prend en compte celui qui peut être le plus faible. Ce qui donne une confiance dans le groupe. Vous savez que si à un moment donné vous avez une faiblesse, vous pouvez compter sur les autres. Et les autres peuvent compter sur vous. On est à l'opposé de ce qu'on nous raconte tous les jours, sur cet hyper-individualisme où je suis le meilleur, je vais écraser les autres. Pas du tout. L'efficacité, elle n'est pas là. L'efficacité, elle passe par la confiance. La confiance, d'abord, ça se mérite. C'est pour ça que l'autorité, ça se mérite aussi. La hiérarchie, le poste de hiérarchie, ça se mérite par rapport aux autres. Et la confiance, c'est quoi? Très concrètement, c'est aussi l'application du principe de subsidiarité dans l'entreprise, laisser à chacun sa possibilité de prendre sa responsabilité et ses responsabilités par rapport à son travail et à son niveau hiérarchique. Alors je vais être très concret par exemple. Prenons une grande banque que vous connaissez tous, dont un salarié a perdu des sommes fabuleuses, s'est mis à marcher, est allé jusqu'à Rome et est revenu avec la tête qui était revenue à l'endroit. Très bien, tout ça vous connaissez. Je vous ai dit que j'avais siégé au sein de l'autorité des marchés financiers, donc quand je siégeais, je ne pouvais pas parler des dossiers en cours, mais les dossiers qui sont arrivés et qui ont été jugés, je peux en parler. Quelques années, il y a eu une privatisation partielle d'EDF. C'est passé par le système bancaire. Les agences qui plaçaient des actions, c'était très rentable pour elles, parce que chaque agence, chaque banque touchait une somme qui n'était pas anecdotique sur le placement des actions. Jusqu'ici, il n'y a rien à dire. Sauf que, pour qu'il y ait un placement maximum, il y avait une pression maximum sur les salariés, donc jusqu'à celui qui est au guichet de votre agence, en lui disant, voilà, si tu veux faire carrière, si tu veux avoir une prime, si tu veux être bien vu par ta hiérarchie, il faut que tu en places un maximum. Le malheureux ou la malheureuse qui disait, oui mais moi, je suis à Aulnay-sous-Bois, au milieu d'une cité où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mes clients, c'est plutôt des gens à découvert, donc je ne vais pas leur placer de l'EDF. Ils n'ont pas les moyens, ils sont à découvert à la fin du mois. Ah non, 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 non. C'est que tu es un mauvais salarié. Et quand je le dis, c'est parce que j'ai vu, quelques-uns ont réagi en disant « mais je ne vais pas placer de l'EDF à des gens qui sont à découvert ». Ah, si, parce que tu vas leur faire gagner de l'argent. Et j'ai vu des mails de la hiérarchie disant « machin remet en cause la rentabilité de son agence parce qu'il nous dit qu'il ne veut pas placer de l'EDF à des gens à découvert ». Voilà comment notre système dysfonctionne. Alors il s'est trouvé qu'en plus, EDF, une fois que ça a été, c'est rentré en bourse, le titre a baissé, et vous avez des braves gens qui étaient à découvert à la fin du mois, leur banquier les appelait en disant vous allez acheter de l'EDF, mais j'ai pas un sou, je suis à découvert, mais on va vous faire gagner de l'argent. Vous êtes à découvert, vous n'avez pas refusé de gagner de l'argent. Donc on vous en place, on leur a placé, et ça a perdu. Alors heureusement, c'est arrivé jusqu'à l'autorité des marchés financiers, qui a sanctionné cette banque et ses petites copines, mais regardez bien. Normalement, le principe de subsidiarité, c'est quoi? C'est que celui qui est au guichet de la banque, qui connaît ses clients, doit avoir la liberté, la capacité de prendre ses responsabilités et de dire « non, je n'ai pas à placer ». Alors je prenais cet exemple EDF, mais quelquefois c'est des contrats d'assurance, des machins, des trucs. Je n'ai pas à placer ces outils financiers par rapport à une clientèle qui non seulement n'en a pas besoin, mais à qui d'ailleurs ça peut aggraver la situation. Et nous sommes aujourd'hui dans une société avec une pression énorme pour dire ça. On n'en tient pas compte. Ce qu'on vous demande, c'est le résultat. Vous devez placer dans un laps de temps et c'est comme ça que vous aurez votre prime, votre augmentation et que vous grimperez dans la hiérarchie. On est absolument à l'encontre de nos valeurs. Le salarié n'a plus sa capacité de responsabilité et le client n'est plus un être humain, c'est une chose économique à qui on doit faire cracher un maximum dans un minimum de temps. Nous sommes assez loin du bien commun. Et que devons-nous défendre? Le bien commun.
Sur ces formes d'organisation du travail, vous avez d'autres formes qui économiquement sont très préjudiciables, mais qui sont de même nature. Dans cette déshumanisation, c'est les relations, alors avec les exceptions, mais les relations que nous avons dans notre pays, en gros, entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Alors évidemment, je caricature toujours un peu, parce qu'on n'a pas une semaine pour en parler. Les relations en France entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, c'est moi j'ai le pouvoir, si je peux t'étrangler, je t'étrangle. Et c'est comme ça que de nombreux sous-traitants sont pris à la gorge, n'y arrivent plus, et on leur impose des trucs, et on leur impose des trucs. Évidemment, si mon donneur d'ordre il fait 80% ou 70% de mon chiffre d'affaires, je suis coincé. Regardez ce qui se passe en Allemagne, qui est quand même une économie un peu comparable. La relation donneur d'ordre sous-traitant est totalement différente. C'est une relation de partenariat. Et les entreprises allemandes n'ont pas la stupidité d'aller étrangler leurs sous-traitants, ce qui permet aux sous-traitants de faire des marges, avec les marges de faire de la recherche, de l'innovation, de former leur personnel et d'être économiquement beaucoup plus efficaces. Et donc le respect qu'on a avec un partenaire, c'est aussi gagner en efficacité. Mais gagner en efficacité sur la durée, sur le temps, par rapport à ce que certains nous présentent comme une efficacité sur le court terme. Et dans le dialogue normal et nécessaire dans une entreprise, que doivent apporter les représentants syndicaux? C'est justement, en permanence, de dire attention, il y a des êtres humains, l'organisation de l'entreprise, de la société doit en tenir compte. Et de l'autre côté, il est normal qu'on dise il y a aussi des impératifs, et tout ça, c'est un équilibre à bâtir dans le respect des uns et des autres. Et moi, j'avais été frappé dans une entreprise où j'étais. Alors, la chose syndicale, hein, ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a des syndicalistes qui font du syndicalisme pour se planquer, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y en a aussi pour lesquels c'est un véritable engagement et qui font une croix sur leur carrière pour être au service des autres. Ne l'oublions pas, ça. Et j'ai été dans une entreprise où, à un moment donné, il y avait toujours le même actionnaire, mais les dirigeants changeaient. Il y a eu des directions avec qui ça s'est très bien passé, normalement, avec qui d'ailleurs je suis toujours en bon terme, et d'autres beaucoup moins bien. Quand j'ai été nommé délégué syndical, quand je suis arrivé au travail, j'avais plus de bureau, j'avais plus de téléphone, j'avais plus rien. Alors comme je connaissais un peu le droit, parce que j'ai eu beau travailler à l'âge de 16 ans et demi, en France les cours du soir ça existe, donc j'avais fait un peu de droit le soir. Après, quand les études de nouveau me donnaient envie, parce que quand je vous ai dit j'ai travaillé à 16 ans et demi, c'est pas parce que mes parents ne pouvaient pas me payer d'études, hein. C'est parce que l'école m'a ennuyé, mais alors prodigieusement. Mais alors, je me suis ennuyé, mais ennuyé. Dès que j'en suis sorti, ouf, ça fait du bien. Et c'est aussi une expérience que... Je dis pas que c'est un modèle, hein. Je dis que ça existe. Donc s'il y a des amis enseignants dans la salle, hein, pas parce qu'il y en a un qui est au fond de la classe en train de faire des petits dessins, de regarder par les fenêtres, qui est totalement idiot, hein, il a peut-être autre chose. Chacun a ses talents. J'espère que mon fils n'a pas écouté, parce que toi, mon garçon, c'est un autre sujet. Et donc quand j'ai été désigné délégué syndical, donc plus de bureau, plus de téléphone, j'ai vu la chef du personnel en lui disant bon écoutez c'est pas compliqué, ça s'appelle un délit d'entrave, c'est du pénal, donc je m'en vais, je reviens cet après-midi, soit mon poste de travail est revenu à la normale et j'oublie ce qui s'est passé, soit j'ai toujours rien et vous allez vous expliquer devant le juge pénal. L'après-midi, c'était revenu, ça a été la meilleure campagne qu'on puisse me faire, puisqu'aux élections, on a fait 71% des inscrits, même pas des votants, des inscrits. Donc, merci patron. Donc ça, c'était la guerre, là. Et puis ensuite, il y a eu un changement, et ça s'est passé très bien. Et je dis ça parce que l'erreur profonde aussi, qui est peut-être plus française que dans d'autres pays, c'est d'être en permanence en état de lutte des classes. Forcément, pour les uns, les patrons sont des salauds qui vont exploiter le petit peuple, et forcément pour les autres, les salariés sont des fainéants qui essayent de tirer sur la corde au maximum. La réalité n'est pas là.
Et surtout pas là. Et ne rentrons pas dans ce processus mortel. Et pourtant, c'est la réalité qu'a tendance à nous décrire les grands médias en permanence. Et je vais vous donner un exemple. J'aurais voulu l'inventer, j'y serais pas arrivé parce que je me serais dit c'est pas crédible. Vous entendez peut-être tous parler d'une usine qui se trouve dans la Somme, qui fait des pneus, Dunlop, et à côté, à 400 mètres, alors le nom m'échappe de l'autre. Absolument, Goodyear. Donc vous entendez parler de Goodyear avec qui va fermer, etc. À 400 mètres de distance, vous avez une autre usine qui fait la même chose, la même production, qui appartient au même groupe. Avec les rachats, c'est le même propriétaire, c'est un groupe américain. D'un côté, ils ferment, de l'autre côté, ils investissent. Où est le miracle? Ben, le miracle dans les relations sociales, c'est que d'un côté, il y a un syndicat hyper majoritaire qui, depuis des années, refuse tout. On reste figé. Les choses évoluent. On leur dit que si on va fabriquer en Roumanie, on fabriquera moins cher et même avec le trajet pour livrer, etc., on s'y retrouvera, sauf s'ils acceptent une modernisation, s'ils acceptent que quand il y a un surcroît de commandes, ils viennent travailler le samedi, ce qu'ils ne faisaient pas, etc. Dans une des usines du groupe, c'est non à tout. Dans l'autre usine, j'ai la chance que ce soit la CFTC qui, en quelques années, soit devenue majoritaire. Ils en ont discuté, la section syndicale, puis ils ont fait faire un vote par les salariés en leur disant, voilà, soit on accepte que quelquefois on sacrifie une partie de notre week-end, alors c'est jamais de gaieté de cœur, mais on assure les commandes si elles arrivent. On accepte aussi d'augmenter un peu la durée du temps de travail. En contrepartie, il y a les embauches de CDD en CDI, d'un certain nombre d'intérimaires, et l'engagement d'un investissement au moins sur 10 ans. Ils ont accepté, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de faire des efforts. En discutant avec la direction, il y a eu un dialogue. Oui, ben d'un côté, vous avez une usine qui ferme, et c'est des centaines et des centaines de familles qui sont dans la misère, parce que dans la Somme, pour retrouver du boulot, quand j'ai travaillé toute ma vie, ou une grande partie de ma vie sur une chaîne industrielle, ben j'en retrouve pas parce qu'il n'y en a plus. Et de l'autre côté, eh bien, ils ont sauvé des centaines et des centaines de familles. En faisant quoi? En prenant leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont agi comme des êtres humains, en regardant la réalité, en discutant avec leur direction, en discutant entre eux, et en disant mieux vaut faire des efforts, et sauver notre emploi. Et au-delà de l'emploi, c'est sauver des familles. C'est sauver aussi tout un tissu qui est autour des usines parce que je consomme, etc. Et dans la présentation que vous avez des médias, vous connaissez l'un, ceux qui ferment, mais vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre, 400 mètres. Hein. Et vous avez peut-être une image du syndicalisme, de la chose sociale, totalement faussée, en ne connaissant que la moitié de l'histoire, et pas l'autre moitié. Et l'autre moitié, elle est intéressante parce qu'il y a le sens de la responsabilité, mais elle est intéressante aussi pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et les uns et les autres sont en capacité de prendre les choses en main et d'agir. Et ce qu'on nous demande à tous et à chacun, c'est d'être des acteurs. Et le principe de subsidiarité dans l'entreprise, c'est aussi ça. C'est laisser à chacun la possibilité de prendre des responsabilités dans son champ de compétences. Ça, c'est le droit. Mais n'oublions pas le devoir que nous avons de prendre ces responsabilités dans notre champ de compétences. Et bien souvent, c'est aussi oublié. Et pour prêcher pour ma paroisse, quand je vois le nombre de syndiqués en France, qu'en gros de 8%, et dans le privé c'est encore moins, dans le privé on doit tourner autour de 5%, je me dis quand même, quand on passe un accord, quand on obtient quelque chose, tout le monde en profite, tout le monde. Et pourtant il n'y a que 5% des gens qui cotisent à une organisation syndicale. Est-ce que ça veut dire que tous les autres sont égoïstes? Profitent de l'action d'un petit nombre? En partie.
à charge pour le petit nombre de mieux faire savoir ce qu'il fait, et que les grands médias arrêtent de nous laver le cerveau à l'envers, parce que par exemple sur Amiens, l'exemple que je vous donnais, tous vous avez l'exemple négatif, et je pense que peu connaissaient l'exemple positif. Il reste un petit peu de temps, j'ai été très bavard. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des engueulades, c'est le moment. J'essaierai d'y répondre si je le puis. Oui, bonjour, juste quelques nouvelles suite aux lois avec les réformes sur les élections, les taux qu'il faut avoir. La CFTC, elle a plutôt reculé, me semble-t-il. Il y a peut-être quelques endroits où elle a augmenté, mais je ne suis peut-être pas au courant des bonnes nouvelles. Donc, où vous en êtes? Alors ça, c'est une question très boutique, mais qui montre bien d'ailleurs comment se font les relations sociales dans notre pays jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une loi dite sur la représentativité, et comme d'habitude, la présentation marketing est assez bonne. La présentation marketing, c'est de dire, voilà, pour mesurer le poids des organisations syndicales et la qualité de leur signature, on va mesurer ce qui pèse. Jusqu'ici, ça paraît assez sensé. Et donc voilà, on prend, pendant 4 ans, on prend les résultats dans les entreprises des élections, on additionne tout ça, et à la fin, on sait que telle organisation pèse tant de pourcents, et donc sa signature pèse tant de pourcents. Ça paraît assez légitime. Erreur fondamentale, c'est croire que la démocratie politique est quelque chose qui peut rentrer dans les entreprises. L'histoire de notre pays social, c'est pas celle-là. L'histoire sociale de notre pays, la réalité sociale de notre pays, c'est que généralement les progrès sociaux se sont faits grâce aux minorités et pas par les majorités. Si on avait laissé faire les majorités, nous n'aurions pas d'allocation familiale. C'est la minorité sociale chrétienne qui les a portées. Nous n'aurions pas de sécurité sociale non plus. Parce que les majoritaires étaient opposés. Vous n'auriez pas de comité d'entreprise dans les entreprises, parce que les majoritaires considéraient qu'un comité d'entreprise était un lieu dangereux, puisqu'on allait faire parler ensemble patrons et salariés. Et quand je regarde les conquêtes sociales, je vois que c'est les minorités qui les ont poussées. Donc confondre la démocratie politique pour la mettre dans l'entreprise, c'est pas très bon. Mais cela dit, derrière, il y avait un certain nombre d'idées. Il y avait l'idée de quelques bien-pensants qui se disaient, voilà, on a trop d'organisations syndicales en France, il faut qu'il y en ait moins. Et pour éliminer, on va éliminer ceux qu'on considère comme les plus petits, tiens, la CFTC. Ça tombait bien, c'était nous qu'on écartait. Et pour ça, il y a eu un accord entre le MEDEF et puis la CFDT et la CGT, repris par le gouvernement Sarkozy de l'époque. Moi, j'appelais ça le Yalta syndical. Puis il y a eu ces élections. Sur le principe, d'ailleurs, notez bien une chose. Quand je dis, je prends les résultats des élections dans l'entreprise, je les additionne et au final, je donne la représentativité nationale. Vous avez entendu parler des municipales? C'est un peu comme si on me disait, tiens, pour faire l'Assemblée nationale, je vais prendre le résultat des 36 000 communes de France, je vais les additionner, puis ça va me donner l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir. Dans une entreprise, je peux très bien voter pour un délégué syndical qui a une couleur qui n'est pas la couleur que je veux voir représentée au niveau national. Mais comme c'est un bon copain, comme à la municipalité, je peux très bien voter dans ma municipalité pour un maire de telle couleur parce que je trouve que les trottoirs sont bien nettoyés ou j'étais à l'école communale avec lui, mais surtout pas que sa famille politique me représente à l'Assemblée nationale. Et pourtant, nous, on nous a mis ce processus-là. Alors, il avait aussi un intérêt, c'est comme la CFTC, on n'est pas les plus gros, il y a un certain nombre d'entreprises où on n'est pas présent. Donc, toutes les entreprises où on n'est pas présent, ça fait 0 voix. Donc c'est un système qui, mécaniquement, favorisait les plus gros. Cela dit, au final, le travail des hommes y a certainement participé, mais l'Esprit Saint ne devait pas être absent ce jour-là. Au final, on a fait le résultat. On a vu la CFTC, pop, vous êtes sortis, bon, 10%, machin. Eh ben non. La CFTC, elle est en progrès, elle est toujours là, elle est représentative, et on pèse plus fort et plus lourd qu'avant.
Merci aux législateurs sur cette mauvaise idée d'avoir un résultat qui était inattendu. Donc on est dans le paysage. Alors il y a des endroits où on est fort, des endroits où on est faible, etc. Mais voilà, on est représentatif au niveau national et avec plus de force qu'avant. Parce que même avec un mauvais texte, on a réussi à faire des résultats qui sont des bons résultats. Donc nous sommes dans les 5 organisations représentatives avec un score qui est en gros à 10%. Et suivant des secteurs, il y a des secteurs. Par exemple, quand il y a eu les discussions sur l'ouverture des magasins ou pas le dimanche dans le bricolage, on s'est soudain rendu compte que la première organisation syndicale, c'était la CFTC. Et que les autres étaient derrière. Ce qui montre peut-être que l'image que vous donnent les médias n'est pas l'image exacte de la chose sociale. Moi, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue l'année dernière, qui n'est pas directement liée au travail, mais plutôt au comité d'entreprise. Je suis dans une organisation qui organise des séjours jeunes et des séjours jeunes internationaux. Et j'ai été contactée par un comité d'entreprise. Et quand il a su que nous étions une organisation avec des valeurs chrétiennes, tout à coup, il ne voulait plus me rencontrer. Il s'est trouvé que le mail, il n'a pas envoyé à la bonne adresse, donc je me suis pointée au rendez-vous. Et en fait, il m'a dit que noir sur blanc, qu'il ne voulait pas travailler avec une organisation qui était de fonctionnement laïque, mais qui avait des valeurs chrétiennes. Résultat, j'ai compris en fait que l'offre qui vous est faite dans le cadre de comités d'entreprise est en partie verrouillée par certains syndicats. Et vous avez au final, la volonté politique de certains syndicats pour faire partir vos enfants dans les différents séjours. Et si les gens ne s'engagent pas un peu plus dans ce genre d'instance, eh bien en fait, on vous dicte ce que vous pouvez faire. Les comités d'entreprise ont de l'argent, notamment pour organiser des séjours pour les familles, pour les enfants, etc. Mais vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ce que le syndicat est d'accord de vous proposer et non pas ce que vous voulez. Donc si les gens ne s'impliquent pas un peu plus dans les comités d'entreprise, notamment, eh ben, ça ne peut pas bouger. Voilà, c'était juste pour témoigner. C'est un excellent exemple. Il nous faut investir le champ culturel. Comité d'entreprise, il y a des budgets. Dans les plus gros, des budgets énormes. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, c'est-à-dire si nous ne faisons pas, principe de subsidiarité, dans mon champ de compétences, je prends mes responsabilités. Si on ne rentre pas dans les comités d'entreprise, on ne peut pas peser sur ces choix. Et un comité d'entreprise, quand c'est un gros comité ou un moyen, ou quand j'étais dans mon entreprise, on avait monté le comité d'entreprise, nos choix n'étaient pas anecdotiques. Culturellement, ce qu'on finançait, ce n'était pas le fait du hasard. Les livres sur lesquels on faisait de la publicité, les films. À mon comité d'entreprise, j'y suis plus, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Billet à tarif réduit pour aller voir les Christéros. C'est peut-être pas tous les comités d'entreprise, mais je vous conseille d'aller voir ce film, Les Christéros, qui a eu beaucoup de mal à être distribué d'ailleurs, on se demande pourquoi. Mais imaginez la force et l'impact économique et derrière culturel, donc sur les esprits. Et c'est là où l'outil syndical, je vous disais, si on ne s'en sert pas, ben, il ne sert à rien. Si on s'en sert mal, il sert mal, mais si on s'en sert bien, on a des possibilités. Les bibliothèques qui sont dans les grandes entreprises, le choix des ouvrages, le choix de subventionner tel ou tel spectacle, le choix d'organiser des voyages dans tel ou tel pays. Moi, je n'ai jamais subventionné un voyage pour aller dans les dictatures communistes. Jamais. D'autres faisaient le choix inverse. C'est des vrais choix et c'est comme ça qu'on peut aussi peser sur la formation. Et je crois que d'ailleurs dans l'école de pensée, dans une certaine école de pensée, on a trop focalisé sur la chose économique en oubliant que les bons choix économiques se font que s'il y a de bons esprits et des têtes bien faites. Et c'est le champ culturel qu'il faut que nous prenions. C'est important, et quand je dis du mal des médias, pas de tous les médias, les journalistes ne sont pas tous pourris, ça ne serait pas vrai, mais c'est quand même culturellement, ils baignent dans quelque chose. Et il faut qu'on investisse ce champ, non pas pour faire de l'idéologie, mais pour avoir la possibilité de présenter la vérité.
Et ça fait partie de notre espace de responsabilité. Alors, je vois le petit truc. Il va falloir que... Allez, dites-moi. Une minute. La dernière question. Alors, la dernière question. Merci pour cet exposé passionnant. On a eu un témoignage d'une réaction un petit peu antichrétienne, et c'est vrai qu'on est tous, à un moment donné, on sent qu'il y a, voilà, dans la société, il y a des forces qui repoussent un petit peu cet esprit. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont la CFTC, avec son étiquette, avec son dernier C, vit un petit peu cette proximité avec d'autres syndicats et comment elle arrive finalement à être simplement là? Merci. Alors déjà, la CFTC, évidemment, on n'est pas parfait. Hein. Je l'ai dit et je le redis, chez nous, il y a des gens très bien, des gens moins bien. Chez les autres aussi. Si j'ai des différences idéologiques profondes avec d'autres organisations, il y a des gens très bien dans les autres organisations. Même si je vais m'opposer avec eux sur le plan idéologique. Ça, c'est la patte humaine et c'est aussi notre force de l'affirmer. Cette reconnaissance de l'être humain, de la personne humaine. Comment ça se vit ? Ça se vit assez bien. Alors avec les autres organisations, on est plutôt l'organisation qui faisons du lien. Entre la CGT, FO, la CFDT, quand ils ont du mal à se parler, ils passent souvent par nous. Donc ça, c'est une force, c'est une reconnaissance d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, le respect qu'on a, c'est le respect de l'affirmation de nos valeurs. Par rapport au monde laïque ou à d'autres religions, nous avons un nombre significatif d'adhérents musulmans. Pour quelle raison? Pour une raison simple. Le fait d'affirmer que l'être humain a une double dimension matérielle et spirituelle, eux nous disent « alors vous nous comprenez mieux, parce que le fait religieux est important pour moi, et vous acceptez cette dimension ». Ce qui donne d'ailleurs des accords de coopération avec l'Union Générale des Travailleurs Marocains, qui est le premier syndicat au Maroc. Pourquoi passe-t-il par nous? À cause, enfin pas à cause, grâce à notre dernier C. Et par rapport à la laïcité qui nous dit, enfin la laïcité idéologique, la laïcité qui enferme, pas celle qui ouvre, qui nous dit mais vous, c'est un repoussoir, c'est un rejet, c'est une non-acceptation de l'autre. Pas du tout. Au contraire, c'est l'acceptation de l'autre dans sa plénitude. C'est l'acceptation de l'être humain dans ce qu'il est, y compris dans ses aspirations spirituelles. Et ça, c'est une sacrée force. Alors après, vous savez comme moi qu'il y a aussi des forces laïques haineuses dans notre pays. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Sans doute que d'ailleurs, elles étaient légèrement à la manœuvre sur la loi sur la représentativité, telle qu'ils voulaient la faire pour nous sortir du paysage. Échec. Il faut faire avec ces... Ils sont là. Il faut faire avec. En ne renonçant à rien à nos valeurs, mais en n'ayant pas non plus le rejet, la haine de l'autre, y compris d'adversaires acharnés et quelquefois haineux. On a quelquefois, rarement, mais ça arrive des réactions qui sont des réactions de haine quand on affiche le caractère chrétien. Vous le connaissez tous, c'est une réalité. C'est pas pour ça qu'il faut jouer le même jeu qu'eux. Au contraire, il faut leur expliquer que nous, on a des valeurs, qu'on essaye de vivre avec imperfection, mais on essaye de les vivre, et que ces valeurs, c'est l'acceptation de l'autre dans toute sa dimension, y compris quand sa dimension peut être une dimension négative, parce qu'on sait que chaque être humain est faillible. Nous savons que nous sommes porteurs du péché. Nous le savons. Et nous n'affirmons pas que nous allons bâtir un être suprême, idéal, asexué, etc. Ça, c'est pas vrai. Nous nous mettons dans la loi naturelle, qui n'est pas la loi de la nature, ce n'est pas la loi du plus fort. Nous reconnaissons la loi naturelle et en fait, le syndicalisme, le politique, tous ceux qui ont des responsabilités qui sont des chrétiens, eh bien, fondamentalement, ce qu'on apporte, c'est ça. C'est qu'il y a une loi qui est au-dessus de la loi des hommes, qui est la loi naturelle, qui nous porte vers la transcendance, vers le respect de l'être humain, de sa conception à la mort, quelle que soit sa forme d'intelligence, sa forme physique, quelle que soit, nous sommes tous des êtres sacrés. C'est peut-être ça le cœur de notre affirmation que nous devons porter dans le monde du travail. Et si on sait qu'on a affaire à un être sacré, alors on ne le traite pas comme une marchandise. C'est peut-être tout le message que je voulais vous donner et que j'espère que nous partageons aujourd'hui.